Salut Catherine, salut Pablo. Bah, Pablo, Salut, faut pas salut. faire la gueule comme ça, Pablo. Non, mais je suis pas la gueule, mais un peu quand même. Catherine, elle est souriante, tout va bien. À Mm. J-2, confiante. Mm. On a la Allez, win. on a la On a win. la- Bon, bah, J-2, hein, les dés sont jetés, hein, comme qui dirait, pour le dire pour ainsi dire. On s'était dit, hein, on l'a dit, on l'a annoncé, on ne fait pas un débrief express comme on en avait l'habitude ces derniers jours. On fait le débrief, c'est une sorte de débrief un peu plus long que d'habitude, un peu comme ce qu'on fait d'habitude dimanche. Mais dimanche, on ne fera pas de débrief puisqu'on sera en édition spéciale sur regard.fr. On s'est associé aux indépendants. On va animer une émission de 19h45 jusqu'à 21h30 à peu près. Et on suivra aussi, on recevra au fur et à mesure des réactions de nos amis intellectuels, artistes, politiques qui nous enverront leurs premières réactions qu'on diffusera sur nos réseaux sociaux dès dimanche. Donc voilà, ça c'est pour l'édition spéciale. Pour ce qui nous concerne, ce vendredi, à 2 jours du premier tour de l'élection présidentielle, on va faire un point un peu sur les grands enjeux. Et puis d'abord, j'avais envie de vous poser cette question parce que tout sympathisant de gauche se pose cette question. Y a-t-il encore une possibilité pour que la gauche soit présente au second tour? Allez, je vais l'oser. Pensez-vous que Jean-Luc Mélenchon peut être encore au second tour et empêcher l'extrême droite d'y être? Catherine Tricot. Les sondages ne le disent pas, mais la dynamique est là. C'est-à-dire que là, toutes les minutes, quand vous regardez, il y a de nouveaux soutiens qui apparaissent. Donc, il y a eu celui décisif de Christiane Taubira, mais il y a également eu celui d'une certaine manière, de Piketty dans son article dans Le Monde. Il est à peu près explicite sur le sujet. Il ne dit pas voter Mélenchon, mais c'est quand même ça, à ça que ça revient, pour savoir de quoi on veut discuter au second tour. Est-ce qu'on veut discuter du social ou du racisme, en gros. Donc, il dit que tout un chacun a le choix dans son bulletin de vote. Je pense aussi à Cyril Dion qui dit « J'ai toujours voté écologiste et cette fois-ci, ce sera Jean-Luc Mélenchon ». Là-bas, si j'y suis, Mermet qui fait son émission en disant « Là-bas, votera Mélenchon », même si tout le monde là-bas ne va pas voter Mélenchon. Mais en tout cas, voilà, ils disent que pour eux, ça sera Méluche. Donc, oui, ça commence à sentir quand même la convergence. Et une convergence, j'ai aussi un groupe de militants de génération qui a dit apporter son soutien à Mélenchon. Donc, d'une certaine manière, j'allais dire, moi, je suis contente parce que j'espérais ce moment de convergence où la Un gauche… peu tard, un peu tard, tu dis ça, mais parce que tu as un bah peu oui, tard. c'est un peu tard, mais Mais donc allez, je quand préfère aller, quoi. tu disais le soutien notamment décisif, est-ce que ça sera vraiment décisif? Parce que c'est vrai que Mais c'est le non, j'étais soutien. ironique. Non, non, je pense que Taubira, c'est un symbole. D'abord, je pense qu'il n'y a aucun soutien. En vérité, je pense qu'aucun d'entre eux n'est décisif. Ce qui est intéressant, c'est la dynamique que cela révèle. C'est-à-dire d'abord de la diversité politique, d'expérience, des gens qui sont situés dans des champs différents. Enfin, Piketty, c'est un économiste, Cyril Dion, c'est un réalisateur. L'un est engagé sur les enjeux économiques, écologistes, l'autre, c'est plutôt les questions d'égalité qu'il occupe dans son travail universitaire et intellectuel. Donc, on a des entrées qui sont différentes et qui vont converger. Toutes vers ce vote Mélenchon, à mon avis pour plusieurs raisons, dont une qui évidemment domine, c'est on a une chance d'empêcher Marine Le Pen d'être au second tour et donc de ne pas avoir un débat politique complètement dominé par un affrontement entre un ultralibéralisme et un discours fondamentalement et centralement raciste. Donc, il faut saisir cette chance. Je pense qu'elle n'est pas énorme, mais en même temps, il reste encore tellement de gens. Je crois qu'on évalue à 7 millions de personnes des indécis. Alors, tous les indécis ne vont pas aller voter Mélenchon. C'est pour ça que, comme dirait l'autre, le trou de souris est petit. Mais l'affaire n'est pas faite et que franchement, si on pouvait y arriver, ça nous enlèverait du poids du cœur pour ne pas avoir Marine Le Pen qui nous court aux trousses. Ça serait quand même vraiment une super victoire pour la gauche, quoi. Ça serait formidable. Pablo, même question. Tu lis, comme nous tous, les sondages. Il y a notamment ce sondage BVA qui a beaucoup circulé aujourd'hui sur les réseaux sociaux, notamment du côté évidemment des sympathisants militants de l'Union populaire, qui ont envie d'y croire, qui montre que dans les estimations hautes de Jean-Luc Mélenchon, il pourrait être à 22%. Dans les estimations basses de Marine Le Pen, elle pourrait être à 18%, et même Emmanuel Macron à 20% dans les estimations basses.
on imagine mal, évidemment, Mélenchon être en premier, être le Premier des trois. premier des trois dimanche. Mais est-ce que tu crois que tous les scénarios sont possibles, y compris, si l'on en croit certaines rumeurs venant des instituts de sondage des États-Unis, un second tour, Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen, la chute d'Emmanuel Macron étant vraisemblablement, selon les sondeurs, assez impressionnante. Et beaucoup disent que heureusement qu'il n'y a pas une semaine de plus. Non, mais d'une part, il ne faut pas prendre les sondages comme… Enfin, ce n'est pas des boules de cristal, en fait. On ne peut pas lire l'avenir. C'est déjà compliqué de lire le présent, en fait, dans les sondages, mais c'est encore plus difficile de lire l'avenir dedans. Donc oui, bien sûr, tous les scénarios sont possibles, même comme dirait Patrick Minucci, que tout le monde finalement aille voter pour Anne Hidalgo. Non, ça, je pense que ça, c'est Tous vraiment… les indécis votent pour Anne Hidalgo. Écoute, même Exactement. Olivier Faure a la lucidité de dire Exactement. que Anne Hidalgo ne sera pas présidente de la République. Exactement. Exactement. Mais ce que disait Catherine, à mon avis, c'est-à-dire en fait l'analyse des dynamiques, c'est ça qui est le plus intéressant. Et c'est vrai qu'il y a un phénomène nouveau en fait qui s'est passé maintenant il y a quelques jours, voire quelques semaines, c'est que Marine Le Pen a la possibilité en fait de gagner au second tour. Et que ça, du coup, c'est ça qui, dans les derniers jours, en fait, a cristallisé une partie du vote de la gauche, du peuple de gauche en général, pour Jean-Luc Mélenchon. Parce qu'effectivement, Jean-Luc Mélenchon est devenu une possibilité en fait, de sortir Marine Le Pen du jeu dès le premier tour et donc du coup de l'empêcher d'accéder à la présidence de la République. Oui. Une seconde, parce que c'est vrai que ce que tu racontes est tout à fait juste. Ça a provoqué sans doute un électrochoc, mais pas qu'à gauche, puisque la nouvelle du jour, c'est qu'il y a même un député qui s'est fait élire sur La République En Marche et qui appelle à voter pour Jean-Luc Mélenchon. Oui, député Nadeau. Tu as tout à fait raison. Donc, il y a quelque chose qui est en train de se passer, même si, attention, de l'autre côté de l'échiquier politique, à l'extrême droite, la possibilité de la victoire de Marine Le Pen à la présidence de la République, la victoire appelle la victoire, le pouvoir appelle le pouvoir. Et donc, elle aussi, elle est en train d'accroître sa dynamique parce qu'on se souvient, comme l'avait rappelé Catherine cette semaine dans un débrief, je ne sais plus lequel, Éric Zemmour avait commencé sa campagne en disant je me lance en campagne parce que Marine Le Pen ne pourra pas être présidente. Or là, tout d'un coup, elle peut être présidente. Donc la candidature d'Éric Zemmour n'a plus aucun sens, en fait, à côté. Mais qu'est-ce que ça veut dire aussi? Ça veut dire que là, les voix, et je l'ai déjà dit hier, mais je le rappelle au cas où ici il y a des insoumis qui écoutent, les voix en fait qui vont être celles de Jean-Luc Mélenchon dimanche, en fait, elles ne vont pas lui appartenir. Elles ne vont pas appartenir à Jean-Luc Mélenchon. Elles ne vont même pas se faire, en fait, pour l'adhésion à son projet, même si je pense c'est vrai que c'est un des projets à gauche qui a suscité le plus d'adhésion. Mais pour autant, je sais pas, entre 15 et 19% qu'il va faire, ou 20%, je ne sais pas combien il va faire, de voix, ce ne sera pas pour son projet. Donc, il va falloir au lendemain… Une partie. Tu demandes Il y a une partie pour son projet et une partie parce… Tu demandes à Jean-Luc Mélenchon ce qu'on a demandé finalement à Emmanuel Macron quand évidemment le front Marine Le Pen s'est produit et qu'il n'en a pas tenu compte. Tu espères donc… Exactement. Ou à Jacques Chirac en 2002. Et une parole pour tous les gens qui ont voté pour lui mais qui ne votaient pas pour lui par adhésion. Exactement. Vas-y. Vas-y, termine. Non, mais, et c'est très important parce que en fait, je trouve que c'est ça qui est le plus symptomatique en fait dans cette élection présidentielle, c'est que tout le monde va se poser… Enfin, je pense qu'il y a beaucoup de gens en fait qui vont choisir la personne pour qui ils vont voter uniquement par rejet des autres et pas par adhésion finalement au projet, sauf peut-être, je mets à part l'extrême droite. Mais pour Emmanuel Macron, c'est la peur de l'extrême droite. Pour nous, à gauche, c'est aussi la peur de l'extrême droite et l'anti-macronisme qui va faire qu'on va voter pour Jean-Luc Mélenchon parce qu'il est le plus susceptible de faire quelque chose au premier tour et puis a fortiori au deuxième tour. Et donc, toutes les mécaniques en fait électorales, les dynamiques électorales, à mon avis, sont à regarder à l'aune de cette problématique du rejet. Ce qui est, à mon sens, un énorme problème démocratique, pose un énorme problème démocratique. C'est-à-dire que finalement, les aspirations des gens ne se retrouvent pas naturellement dans des incarnations, dans des candidats et des candidates, mais c'est par rejet, en fait, qu'on va choisir son camp et qu'on va aller voter. Tu enjambes un peu vite l'élection parce que bon, ce dont tu parles, évidemment, ce sera sans doute l'objet de bien des débats après le premier tour, qu'ils soient d'ailleurs présents dimanche soir au second tour ou pas d'ailleurs, parce qu'évidemment, c'est de la suite dont il sera question et dont la manière dont Jean-Luc Mélenchon
réagira au succès ou à l'insuccès d'ailleurs de son résultat, parce qu'on peut aussi imaginer que s'il ne passe pas le second tour, il nous refasse du Mélenchon en mode c'est la faute des uns et des autres, etc., sans jamais faire sa propre autocritique. Mais encore un mot quand même sur cette hypothèse, sur cette possibilité. On entend de plus en plus, en tout cas, ces militants de gauche dire non, le vote utile ne sert à rien. Précisément parce que Jean-Luc Mélenchon ne serait pas clair sur une hypothèse de second tour où ce serait Marine Le Pen face à Emmanuel Macron. Ça peut jouer, ça aussi, cette espèce d'ambiguïté qu'il entretient. Alors, nous, on sait que ce n'est pas une ambiguïté parce que clairement, quand il dit, enfin, on sait, j'en sais rien, mais enfin, moi, c'est mon sentiment, mais clairement, quand il dit pas une voix à Marine Le Pen ou il faut tout faire pour que Marine Le Pen ne soit pas présidente de la République dès 2017, ça a déjà à voir, ça dit quelque chose. Mais il peut le payer, ça aussi, chez des militants de gauche, selon vous? Bon, moi, je pense que là, ce n'est pas du tout le moment. C'est-à-dire, enfin, ce n'est pas cette heure-là. Le moment dans lequel on est, c'est tout le monde va essayer de ne pas avoir à vivre ce dilemme insupportable de devoir voter Macron contre Marine Le Pen. Donc, Le je vote pense utile, pour qu'on toi, il devrait marcher à plein. Donc, ça veut dire, c'est ça. moi, je pense que oui, je pense que le vote utile va fonctionner. Et en fait, ce que je pense, c'est que ce qui est marrant dans cette histoire, c'est que Mélenchon s'était très fortement élevé contre la primaire populaire. Et moi, j'étais absolument d'accord avec lui à l'époque, parce que je pensais que la question d'avoir un candidat commun de la gauche ne pouvait pas résulter du choix d'une primaire, mais que ça serait un processus de décantation politique qui allait y parvenir. Et là, le candidat, on est pratiquement dans une situation de primaire populaire qui ne s'est pas faite dans le cadre d'un truc où tu dois donner ta carte bancaire, je sais pas quoi pour voter, mais il y a une décantation politique qui s'est faite et progressivement, Jean-Luc Mélenchon, qui partait avec un socle quand même d'entrée de jeu qui était solide, il était autour de entre 8 et 10% dès le départ, parce qu'il a sa notoriété, qu'il a fait son résultat, qu'il a la France insoumise qui l'appuie. Mais enfin, au tout départ, Yannick Jadot est devant Jean-Luc Mélenchon. Hein, quand on se souvient de l'automne, septembre-octobre, Jadot, quand il sort de la primaire, il est devant Jean-Luc Mélenchon. Et Ouais. finalement, Jean-Luc Et Mélenchon… j'ajoute à ça, Pablo rappelait hier ou avant-hier, je ne sais plus, tu me le disais, c'est vrai que l'addition des sondages Hidalgo, Jadot est arrivé, atteignait quasiment 18% aussi. Hein. Ouais. Oui, donc voilà, tous les deux, ils étaient finalement en position de domination, bon, pas d'archi-domination, non pas, ils étaient premiers à gauche, ces deux-là, et puis finalement, on arrive à la situation où si on met Mélenchon et Roussel, et bon, on a un résultat qui est équivalent peu ou prou à epsilon près, au résultat de Jean-Luc Mélenchon de la dernière fois. Et si l'on met Jadot et Anne Hidalgo ensemble, on est peu ou prou au résultat de Benoît Hamon. C'est-à-dire qu'en fait, d'une certaine manière, les rapports de force à l'intérieur de la gauche n'ont pas changé. Et d'ailleurs, l'ensemble de la gauche, et ça fait partie du problème, hein, c'est que l'ensemble de la gauche reste très très basse. C'est-à-dire qu'on est en dessous de 30%, ce qui me semble être devant le problème qu'il va falloir résoudre. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se satisfaire d'une situation où la gauche est aussi faible en France. Ça, c'est pas possible. Donc, on ne changera pas la société, on ne fera pas les transformations qu'il faut faire sur tous les sujets que l'on connaît avec de tels résultats. Mais en tout cas, il a réussi à créer une patte qui permette à cette diversité de s'y reconnaître. Il devient de fait le candidat unique de la gauche que la primaire n'a pas désigné. Et donc, je rejoins ce que dit Pablo, il n'est pas le candidat, on ne va pas tous aller voter insoumis, des gens voteront programme insoumis, l'AEC, et puis tout un tas d'autres gens voteront parce qu'ils veulent faire barrage à Marine Le Pen et donner de la force à la gauche. Moi, j'aimerais revenir, à Pierre, à la question que tu posais à Catherine sur est-ce que Jean-Luc Mélenchon paye l'ambiguïté de son appel, on va dire, à la veille, au lendemain du premier tour de 2017 pour voter pour Emmanuel Macron. Moi, je ne le pense pas. Je pense d'ailleurs que son appel, finalement, a été assez clair, c'est juste qu'il l'a fait un peu plus tard. En revanche, c'est tout ce qui a été fait pendant 5 ans qu'on est en train de payer en fait, aujourd'hui à gauche. Et c'est-à-dire, en gros,
avoir exprimé ou en fait avoir mis systématiquement dans le même sac Emmanuel Macron et Marine Le Pen en disant de toutes les façons, ces gens-là, c'est bonnet blanc, blanc bonnet. C'est là, à mon avis, que se situe le problème. Et du coup, le problème est beaucoup plus profond en fait qu'un simple appel à voter. C'est-à-dire que même si Jean-Luc Mélenchon dit le soir du premier tour, il faut que vous alliez voter pour Emmanuel Macron pour faire barrage à Marine Le Pen, même s'il est aussi clair que ça, et je pense qu'il ne le sera pas, au mieux il dira il va faire barrage à Marine Le Pen. Même s'il l'était, c'est trop tard en fait. On a trop dit en fait à la gauche de la gauche, mais je nous mets dedans aussi en fait. C'est-à-dire que la haine à l'égard de Macron en fait qui s'est constituée en fait dans notre camp social et politique et aujourd'hui a atteint une telle explosivité, une telle intention, comment dire, intensité, pardon, que je crains qu'on ne puisse pas revenir en arrière et qu'il y ait beaucoup de gens pour qui ça soit absolument impossible de voter pour Emmanuel Macron. Et moi, je sais pas, je pense que sur plein d'aspects, cette haine, entre guillemets, elle est légitime. Hein. Je ne dis pas qu'elle est totalement illégitime. Mais voilà, on est dans cette situation-là parce qu'on a tenu, parce qu'il a été tenu un discours qui amalgamait en fait Emmanuel Macron et l'extrême droite. Catherine, il y a un autre élément quand même sur la candidature de Mélenchon dont on ne parle pas beaucoup, mais pourtant qui est assez significatif, et peut-être tu vas nous en donner une lecture, c'est quand il est testé. Pendant longtemps, il n'a jamais été testé au second tour, et là aussi, il fait une ascension fulgurante. Hein. Il était encore, il y a 15 jours, à 30-31% face à Macron, qui faisait du 70%. Et là, même certains sondages jusqu'à hier le donnaient jusqu'à 44-45%. Ça veut dire qu'il fait une progression de second tour où il n'est pas encore en capacité de battre Emmanuel Macron. Encore, on n'en sait rien. Hein. On n'a pas fait le second tour, on n'a pas vu le débat, on n'imagine pas ce que ça pourrait donner. Mais en tout cas, la progression est là. La progression est là parce que quoi ? Parce qu'il y a un anti-macronisme qui s'installe ou la gauche pourrait se mobiliser dans un second tour ? Moi, je pense que ça révèle des choses assez complexes. C'est-à-dire que les 30% de la gauche qui est très faible, c'est aussi 30% par défaut. C'est-à-dire que les électeurs de gauche ne trouvent pas leur compte dans l'offre de gauche. Mais ils n'ont pas disparu. La France n'a pas passé avec armes et bagages du côté de la droite et de l'extrême droite. C'est-à-dire que si arrive une alternative claire entre le projet d'Emmanuel Macron, qui est un projet, je vais vous faire cracher des pierres et pleurer des, je sais pas quoi, là, toutes les larmes de votre corps, écoutez, ça va être, je pense que ça va mobiliser du monde. C'est-à-dire que je pense qu'à la fin du premier tour, il y a une nouvelle campagne qui commence. Et cette campagne, alors là, elle n'est pas encore commencée, mais cette nouvelle campagne qui commence, rien n'est écrit. Ce que l'on voit, c'est que Emmanuel Macron, en effet, est vraiment, vraiment profondément rejeté, à un point incroyable. Je trouve que ce qui remonte d'un seul coup, et puis alors l'affaire McKinsey, d'une certaine manière, je crois qu'elle précipite, quoi. Elle rappelle le président des riches, les copains, la technocratie, le mépris. Enfin, il y a plein de choses qui s'agglomèrent dans cette histoire McKinsey. Plus le mec qui ne fait pas de meeting, qui ne fait pas de campagne, il est le roi de la France et le roi de l'Europe et il ne vient pas parler au petit peuple. Enfin, tout ça, il est délirant, quoi. Hein. Donc, je pense qu'il y a vraiment un fort courant anti-Macron qui se remobilise et se relibère. Et par ailleurs, je pense que le fait qu'il y ait une gauche qui puisse se sentir la force de porter un candidat de gauche à la présidence, moi, sur le papier, on se dit la gauche va faire 30%, c'est-à-dire que 70% va voter à droite et à extrême droite. On se dit, bon, l'affaire Mélenchon, elle est pliée. Mais en fait, il faut comprendre ce que c'est que le ressort profond de ce qui va s'exprimer. Et il y a cette désertion de la gauche. Et par ailleurs, ceux qui vont voter à l'extrême droite, il y en a beaucoup qui vont pour… j'aime pas du tout l'expression de Mélenchon, les fâchés, pas fachos, parce que tout ça, ça crée des parallèles, des translations, j'aime pas ça. Mais ceci étant, Marine Le Pen n'est haute aussi que par différence avec Éric Zemmour. C'est-à-dire qu'elle est haute aussi parce qu'elle masque son projet, parce qu'elle a fait patte de velours, parce qu'elle se met des vestes roses et qu'elle est sympa. Donc, c'est tout ça qui fait que… Donc, tout ça, ça peut se renverser dans une autre… Mais c'est certain qu'il y a un anti-macronisme qui est en train de bouillir et de monter là. Hein.
Alors là, Ça sera contre lui. on a évoqué l'hypothèse qui pourrait redonner le sourire à la gauche si toutefois Jean-Luc Mélenchon était la surprise dimanche. Si on en croit la plupart des sondages qui nous expliquent quand même que la grande hypothèse qui se dessine, c'est quand même un second tour Emmanuel Macron, Marine Le Pen, avec cette possibilité que nous donnent encore les sondages. Pardon, c'est vrai qu'on fait souvent référence aux sondages, mais c'est aussi ce qui nous donne souvent des éléments de discussion, peut-être à tort d'ailleurs, mais notamment encore ce sondage ce soir qui met Elab, met Marine Le Pen à 49 et Emmanuel Macron à 51. Je ne sais pas s'ils cherchent à nous faire peur, les sondeurs, ou si c'est une réalité. Marine Le Pen devient possiblement une candidate crédible à l'élection présidentielle et donc d'être présidente n'est pas du tout c'est une hypothèse qu'on croit aujourd'hui. Hélas, à laquelle on croit. Pierre, ça fait des mois qu'on se le dit dans le débrief que Marine Le Pen, ça fait des mois qu'on se le dit. Elle a vraiment des arguments. Ça fait des mois qu'on se le dit, et ce qui est d'autant plus inquiétant, et c'est de ça dont j'avais envie de vous parler, ou en tout cas de vous entendre là-dessus, c'est Emmanuel Macron, on a le sentiment qu'il n'est pas prêt pour une bataille de second tour face à l'extrême droite. C'est-à-dire que quand il sort dans l'espace public où il explique aux Français que si on avait eu l'extrême droite en France au pouvoir en 2017, on n'aurait pas eu les vaccins parce que la France serait sortie de l'Union européenne, on sent une fébrilité, mais une fébrilité qui dit aussi beaucoup de l'impréparation du président de la République sortant face à l'extrême droite. Moi, c'est ce qui m'inquiète le plus dans la capacité et la possibilité d'une Marine Le Pen aux portes du pouvoir. On a face à elle quelqu'un qui n'est pas prêt à affronter l'extrême droite et une Marine Le Pen qui, elle, est prête aujourd'hui. Moi, je suis complètement d'accord et moi, j'ai très peur de la campagne de l'entre-deux tours si jamais c'est l'hypothèse Emmanuel Macron, Marine Le Pen. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire Emmanuel Macron? En fait, il va pouvoir jouer sur tous les ressorts que précisément Marine Le Pen, se voulant soi-disant la candidate anti-système, sur lesquels elle s'appuie en fait pour bâtir, pour être aussi haute dans les sondages. C'est-à-dire qu'il va mobiliser effectivement ce front républicain qui dépasse largement la République en marche. Hier, en fait, je vous dis ça parce que hier, j'étais avec Alain Duhamel sur BFM et Alain Duhamel, on lui pose la question, en fait, est-ce qu'il faut faire front républicain autour d'Emmanuel Macron contre Marine Le Pen au second tour? Et Alain Duhamel a dit, moi, je pense pas. Parce que c'est précisément en fait ce qu'attend Marine Le Pen, en fait que tout le monde dise tout le monde commence à rediaboliser Marine Le Pen. En fait, ça peut lui servir paradoxalement dans l'entre-deux tours pour en gros récupérer, pour pouvoir en fait toujours se situer dans la différence en fait. À la fois, tout à l'heure Catherine disait, elle se différencie par rapport à Éric Zemmour. Ça, c'est ce qu'elle a fait pour le premier tour. Mais dans le deuxième tour, elle va se différencier d'Emmanuel Macron. Et donc, du coup, elle va dire, regardez, de toute façon, elle va ressortir sûrement des trucs équivalents à l'UMPS. De toute façon, c'est ni gauche ni droite, donc c'est et la gauche et la droite, etc. Moi, je pense que c'est ça qu'elle va faire. Je pense que si elle a tout le monde coalisé contre elle, si elle a tous les médias coalisés contre elle, si elle a toute la classe politique de l'extrême gauche jusqu'à la droite coalisée contre elle, finalement, ça va être assez naturel, en fait, le rôle qu'elle va endosser. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, dont là, Catherine, tout à l'heure, il y a un point que tu n'as pas dit. En fait, c'est cette putain de question de la retraite à 65 ans que Emmanuel Macron a sorti pendant sa campagne. Ça, je pense que ça va être, mais c'est du pain béni pour elle. Elle va dire, moi, je suis pour la retraite à 62 ans et Emmanuel Macron pour la retraite à 65. Choisissez Français. Et là, les Français, ils vont choisir à 62 ans. Ça change la donne, Catherine, si Marine Le Pen est en dessous Emmanuel Macron ou au-dessus Emmanuel Macron, ou est-ce que les hypothèses seront à peu près les mêmes? Ça peut être la déflagration de dimanche aussi. C'est Marine Le Pen devant Emmanuel Macron. Je pense pas que. Moi, je pense que ce qui sera la déflagration, c'est la totalisation des voix d'extrême droite. Elle a un report de voix. Elle a une réserve. Elle a une réserve naturelle, Zemmour, et puis elle a une réserve implicite, ceux qui ne vont pas aller voter pour Emmanuel Macron, et il y a une partie, on le sait, de gens qui vont aller voter pour elle, pour dégager Macron. Il y a des gens qui… moi, je voterai Macron pour empêcher Pécresse. N'importe quoi. Welcome back in 2021. Je voterai Macron pour empêcher Le Pen. J'en fais une bourde par débrief, moi. Mais des gens vont faire l'inverse. C'est-à-dire des gens vont considérer que le danger le plus grand,
c'est le danger d'Emmanuel Macron. Et le problème, c'est que cet argument ne va pas être si simple à démonter. Et pourquoi? Parce que, notamment, que je crois, moi, qui est l'enjeu du vote d'extrême droite, c'est que c'est une proposition raciste dans l'interprétation du monde et dans la résolution des problèmes, c'est-à-dire qu'on va résoudre tous les problèmes en prenant dans les poches des immigrés ou en les mettant à la porte, etc. Et la deuxième chose, c'est que c'est une proposition liberticide qui remet en cause l'état de droit et les droits des individus, etc. Et le problème, c'est que Emmanuel Macron, alors, il n'a pas fait les poches des travailleurs immigrés, il n'est quand même pas rentré dans la préférence nationale, etc. Ceci étant, sur le domaine des libertés, d'ailleurs, c'était l'entrée de campagne de Marine Le Pen, c'était sur les libertés. C'est que si on veut, Macron, il aura du mal à la choper sur ce terrain-là, parce que la liste des choses qu'on a à reprocher à Emmanuel Macron, c'est pas rien, quoi. Hein. C'est-à-dire que moi, je considère que on reste dans une différence de nature entre un type qui a une pratique de passage en force sans l'Assemblée, sans les corps intermédiaires, qui fait voter des lois dégueulasses, etc., et quelqu'un qui dit je passerai outre la Constitution et je ferai voter par référendum la préférence nationale. Je pense que là, on change de nature, donc pour moi, il n'y a pas d'équivalence. Mais c'est pas je veux dire, Macron, il va avoir du mal à la faire passer pour la candidate qui atteint la démocratie et aux libertés, vu son bilan, quoi. Hein. On va avoir un second tour. Attends, juste petit, j'ajoute parce que genre il y a peut-être des gens qui vont réagir quand tu as dit oui sur la question de l'immigration. C'est pas non plus Marine Le Pen. Il y a quand même beaucoup de gens, notamment à gauche, qui ont dans la tête les images des violences policières à l'égard des migrants. Ils sont très violentes. Exactement, les lacérations de tentes, genre tout ce qui se passe à Calais, les gens l'ont en tête. Oui, j'entends bien. Mais ce que je veux dire, c'est que de ce point de vue, il est dans les vilainies qui s'accumulent depuis 40 ans. Quoi, tu vois, exactement. Voilà, il est c'est absolument exécrable. Mais enfin, Calais, c'est pas Emmanuel Macron. Quoi, tu vois ce que je veux dire? C'est que tout ça, c'est une gestion des questions d'immigration qui est dégueulasse depuis Michel Rocard et sa France qui ne peut pas accueillir toute la misère du monde. En 2002, Catherine et moi, sans doute, on s'en souvient un peu plus que Pablo, qui était un enfant. Oui. Mais je me souviens, c'était sans doute peut-être, j'étais pas très vieux non plus, toi non plus, Catherine. Mais... Moi, j'étais très vieille. Bon, mais non. Énormément de monde le soir du 21 avril. Énormément de monde dans les rues. Moi, j'étais à Limoges. Je n'avais jamais vu autant de monde à Limoges. Et le 1er mai derrière. Bien sûr. Quelle va être la réponse de la gauche Quelle peut être la réponse de la gauche face à cela? C'est-à-dire qu'on a le sentiment presque que Marine Le Pen est presque normale. J'arrête pas de dire, moi, on se le dit entre nous, mais vous m'avez entendu le dire plein de fois, on pourrait presque croire que Marine Le Pen pourrait être ministre d'Emmanuel Macron, tellement même Valérie Pécresse semble plus à droite, plus radicalisée parfois. On en perd nos repères, hein, c'est vrai parfois. Évidemment, on sait ce qu'est Marine Le Pen, mais on a le sentiment que... c'est presque normal. Enfin, moi, on n'est pas d'accord. Oui. On va débattre. Hein, on peut en discuter là maintenant, mais je trouve qu'il y a une forme d'irresponsabilité parfois là, dans la dernière ligne droite, de se dire qu'il va falloir aller jusqu'au bout de la campagne et qu'on ne perçoit pas le danger qu'une Marine Le Pen, si elle passe second tour, elle peut être présidente de la République, comme si c'était plus très grave en fait. Quelle peut être la réaction finalement de la gauche? Là, la gauche peut se rassembler, va se rassembler quand même. Elle va être à l'origine de mobilisations, appeler voter massivement, hélas, pour Macron, quitte à le battre. Moi, je ne sais pas ce qu'il y aura un rassemblement, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour ce qui me concerne très clairement, pour moi, je pense qu'il ne peut pas y avoir d'ambiguïté. Je l'ai déjà dit, je pense qu'il ne peut pas y avoir d'ambiguïté parce que le danger, il est absolument réel. Nous, en 2017, regarde, on avait pris position pour le vote en faveur d'Emmanuel Macron contre Marine Le Pen. Pour une raison, je le redis, hein, c'était pour une raison de principe politique qu'on l'avait fait, mais là, ce n'est pas simplement du principe politique qu'il faut défendre. Là, il faut l'empêcher d'être élu. C'est que là, ça devient absolument réel. Et moi, ce qui m'a effaré, c'est la position de Pécresse ce matin sur France Inter. Ouais. C'est-à-dire, Pécresse dit « je ne donnerai pas de consigne de vote », alors qu'elle se casse des Républicains sur ce sujet-là. C'est quand Wauquiez décide de ne pas donner de consigne de vote, elle dit « bon, ben, c'est plus ma famille politique ». Et là, 5 ans après, alors qu'on est dans une réalité effective, une possibilité réelle, elle dit qu'elle ne le fera pas. C'est-à-dire que déjà, je pense qu'en 2017, il y avait un désaccord politique, mais qui restait sur le terrain
du principe politique. Là, on n'est plus sur le principe politique. Là, on est sur l'enjeu concret. Je veux dire, il faut se rendre compte de ce que ça va être si c'est Marine Le Pen qui est élue présidente. Hein. Pablo, un sursaut de la gauche est possible à la fois dans la rue, des mobilisations comme on a pu en voir en 2002 contre la possibilité du fascisme, comme pourrait le dire ou l'écrire Hugo Paletta, et dans les urnes, parce que derrière, après, il y a quand même une majorité à construire au Parlement. Alors moi, je pense que les partis politiques, ils sont au courant en fait du séisme politique qu'on est en train de vivre et qu'ils essayent de faire tout ce qu'ils peuvent contre l'extrême droite. Le problème, c'est que derrière, effectivement, ça ne suit pas tellement. C'est-à-dire que je ne pense pas qu'entre deux tours, il y ait des manifestations massives comme en 2002. Dimanche, il n'y avait personne, hein, la manif. Des personnes. Dimanche, il y a eu une manif, il y avait 2000 personnes. Hein. Mais les gens n'en ont rien à foutre. Les gens n'en ont rien à foutre. Et je pense que le problème principal, c'est qu'il y a une sorte d'acceptation passive sous prétexte de démocratie ou de respect des institutions démocratiques qui fait que, finalement, comme ils ont des scores finalement pas mal dans les différentes élections, eh bien, ils ont le droit, c'est-à-dire leurs paroles racistes. Tout à l'heure, tu l'as très bien rappelé, hein, que leur fond de commerce, c'est quand même le racisme et la xénophobie. Sous prétexte qu'ils font des scores aux élections, eh bien, ils ont le droit d'aller dans les médias, ils ont le droit de parler, ils ont le droit de défiler dans la rue. Et là, c'est vrai que tout le monde est un peu bloqué, c'est-à-dire qu'effectivement, Marine Le Pen va faire, on va dire le camp de l'extrême droite, si on compte Éric Zemmour, ils vont faire 30%. Donc, qu'est-ce que ça veut dire en fait qu'une partie de la France aille manifester contre une autre partie, mais des parties conséquentes, hein, on parle de 30% de la population. C'est très compliqué intellectuellement, je trouve, en fait, de résoudre ça, surtout si on pense que la démocratie, c'est les élections. Moi, je ne le pense pas. Hein. La démocratie, c'est le pouvoir au peuple pour l'instant. Et l'élection, la représentation à la fois par le Parlement ou par le président de la République, c'est une façon de penser la démocratie. Attends, rassure-moi, tu vas voter dimanche, Pablo? Oui, moi je vais aller voter dimanche. Je vais aller voter dimanche, mais non, je ne pense pas que l'élection soit la seule façon. D'accord. Non, mais l'élection, c'est pas la seule façon en fait de penser la démocratie. Pendant un temps, les communistes portaient la dictature du prolétariat en disant c'est la vraie démocratie. Et je pense que c'est important de le rappeler. Mais non, mais c'est important de le rappeler. Mais aujourd'hui, sous prétexte de ce putain de vote, eh bien, tout le monde est bloqué en fait. On est là, oui merde. Mais les médias aussi le sont. Moi, on les voit dans les grandes chaînes de télé. Oui. Toutes les semaines ou tous les 15 jours, ça dépend. Pablo, il anime une émission qui s'appelle des bières, des chips et des gauchistes. Voilà, bon. C'était la séquence gauchiste. C'était la séquence gauchiste. Mais non, mais je pense que la c'est séquence gauchiste. Non, parce que je les vois aussi dans les grosses chaînes de télé. Dans les grosses chaînes de télé, la BFM et compagnie, en fait, ils se sentent pas obligés. Hein, ils le font parce que ça fait aussi des cartons en termes de téléspectateurs. Mais ça pose des vraies questions, en fait. Est-ce qu'on a le droit d'inviter des gens qui ont ouvertement des paroles racistes sous prétexte qu'ils font des bons scores aux élections? Et en plus, vous savez, c'est la boule de neige là, ou Pierre qui roule, non, je sais plus. Enfin, le truc qui devient énorme, c'est une boule de neige. Et au bout d'un moment, tu sais plus où est la poule et où est l'œuf. Ils font des gros scores, on leur donne la parole, ils font des gros scores, et on n'arrive plus à arrêter la mécanique infernale. Tu es en train de paraphraser les paroles d'Emmanuel Macron à son meeting. Hein. Il a dit exactement. Oui, mais je pense que lui aussi est responsable. Hein. Enfin, non, mais bon, oui, lui, il n'y a pas d'autocritique chez Macron. Et toutes ces putains de lois. Et Marine Le Pen. Mais tu vois, Pablo, il y a eu une étude qui est sortie cette semaine sur la présence sur les réseaux sociaux. Et dans lequel on voit que la présence des candidats est très très inégale et que tu as une très très forte présence d'une part d'Éric Zemmour et d'autre part de Jean-Luc Mélenchon, enfin de leur soutien, etc. C'est des gens extrêmement actifs sur les réseaux sociaux, donc qui ont beaucoup d'influence, beaucoup de paroles portées. Et Marine Le Pen, elle est assez peu présente sur les réseaux sociaux, elle fait assez peu de grands meetings, elle fait pas tellement d'émissions de télévision. Enfin, tu vois, je veux dire, c'est pas simplement la visibilité médiatique qui fait. Pas que de eux. Hein. Attends, les FAF, ils sont présents autrement sur les réseaux sociaux que par l'intermédiaire. Ils sont surtout, c'est des trolls anonymes qui passent leur temps et des youtubeurs complètement maladroits, tu vois, qui disent qu'il faut tirer sur les gens. C'est eux, en fait, les fachos. Un dernier mot avant la date fatidique de nos votes, des votes. Tu veux toute petite conclusion à J-2, Catherine, avant la possibilité d'un Mélenchon au second tour et la possibilité du fascisme? L'histoire de France, elle est étonnante. Hein. Mai 68, 2 mois après, c'est la chambre bleue horizon. Quoi. Enfin, donc, je veux dire, les renversements d'histoire
En France, j'ai déjà parlé souvent de 44, les manifestations en faveur de Pétain qui réunissent des foules immenses. Et 3 mois après, c'est les libérateurs qui sont acclamés par le peuple partout. Donc, des renversements de situation, il y en a. Et peut-être qu'on va sortir de l'horrible climat qui a été porté notamment par les discours d'Éric Zemmour. Voilà. J'espère qu'il va y avoir ce ressaut, voilà, que la France va retrouver son goût de l'égalité et d'être un peu rebelle. Allez, Pablo, pardon, à toi le mot de la fin. Moi, j'ai pas de mot de la fin. Moi, je suis complètement déprimé. Enfin, comme tu l'as dit au début, enfin, je suis. Non, mais vraiment. On a bouclé, là, on recommence. Le problème, c'est que, je suis déprimé par la perspective de dimanche et d'imaginer qu'Emmanuel Macron et Marine Le Pen vont accéder au second tour. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, je ne vois pas, contrairement à ce que dit Catherine, en fait, les voies et moyens dont pourrait user la gauche pour essayer de se construire, de se reconstruire ou de se dépasser, hein, comme dirait Olivier Besancenot jeudi dans la midinale. C'est ce que moi. On a des problèmes de pauvres. C'était pas mal ce qu'il Oui, a dit. exactement. Bien, on a des problèmes de c'est bien. pauvres. Et quand je dis la gauche, c'est pas que les partis politiques, c'est les syndicats, les associations et tous les gens genre disponibles pour réfléchir et pour se battre et pour lutter. Donc, j'espère qu'on va trouver des luttes à faire ensemble dans le quinquennat qui vient, si jamais la gauche n'est pas au pouvoir, si jamais Jean-Luc Mélenchon ne gagne pas. Mais aujourd'hui, franchement, vu comment on s'engueule sur les réseaux sociaux, sur les plateaux télé, en permanence, partout, je suis un peu voilà, Faites désespéré. comme moi, ne soyez pas sur les réseaux sociaux. C'est horrible. Voilà. Allez. J-2, Mélenchon au second tour ou la possibilité du fascisme, point d'interrogation. Réponse dimanche. On se donne rendez-vous dimanche sur regard.fr et sur la chaîne YouTube de Regard. On sera en direct avec nos amis les indépendants, le média, Basta, Politis, Reporter, Street Press, Radio-Parleur. et Radio Parleur. On commentera. Le Bondi Blog, on a des invités aussi qui viendront tout au long de la soirée. Catherine, je crois que tu es présente. Loïc aussi sera présent. Loïc Leclerc. Donc, rendez-vous sur la page YouTube de Regard et notre site, et puis sur nos réseaux sociaux parce qu'on aura aussi des réactions, les premières réactions de nos invités intellectuels politiques sur Twitter. Merci à vous, bon vote et à dimanche. Salut. Ciao.